Petit 3, la question religieuse. Alors, il s'agit en premier d'une frise chronologique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début du XVIe siècle, la France se déchire entre les protestants et les catholiques. Cette guerres se succèdent les unes derrière les autres à propos donc de cette division entre les Français, entre les protestants et les catholiques. Alors, en 1589 se clôt une période de très forte agitation et par l'assassinat donc d'Henri III. Et donc Henri de Navarre, chef des protestants, devient Henri IV, premier roi des Bourbons. Et il comprend qu'il n'est plus du tout envisageable de continuer ainsi, ce qui fait qu'il va accepter de se convertir au catholicisme, ce qui lui donnera l'autorité pour signer ensuite l'édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion. Et cet édit de Nantes sera révoqué, c'est-à-dire annulé, par l'édit de Fontainebleau en 1685. Donc, ces deux documents sont l'objet de votre travail. Alors, la France lors de la dernière guerre de religion. Donc, Henri IV, roi de Navarre, puis roi de France à la mort d'Henri III. C'est donc un protestant qui se convertit au catholicisme pour pouvoir être accepté comme roi. Il met fin donc aux guerres de religion avec l'édit de Nantes. Mais c'est Ravaillac, un fanatique catholique, qui l'assassine le 14 mai 1610. Donc, malgré la tolérance, malgré l'édit, la paix n'est pas véritablement installée partout. Alors, zone d'implantation de la réforme protestante. On l'avait déjà évoqué, mais vous voyez, c'est essentiellement donc dans cette partie sud du territoire que l'on trouve ces protestants. Donc, le territoire, en fait, est divisé entre deux maîtrises de territoire. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les catholiques qui contrôlent une partie, et puis vous avez une autre partie qui est contrôlée par les protestants. Donc en orange, ce sont les protestants, en vert, ce sont les catholiques. Alors, la période précédente à ce que j'évoquais, donc 1570-1572, ça correspond aux premières guerres de religion. Vous en avez un élément très important, c'est 1572, qui est le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire le massacre généralisé des protestants sur 4 jours. Ça commence à Paris et ça se poursuit sur la totalité du territoire français. Ce qui amène à ce massacre, c'est l'attentat raté contre l'amiral de Coligny, et Charles X assume devant le Parlement, donc amiral de Coligny, chef des protestants. Donc c'est comme cela que cela démarre. Donc Henri IV contre la Ligue, donc la Ligue catholique. Donc sur la Ligue catholique, qui refuse un roi protestant. Et ici, la Saint-Barthélemy. Alors, je vous ai mis une vidéo qui vous présente le détail de tous ces éléments. Donc, vous avez les assassinats politiques, donc la défenestration de l'amiral Coligny, chef des protestants, la décapitation et l'émasculation du cadavre de Coligny, et son corps ensuite est traîné au gibet de Montfaucon. Donc, en fait, c'est comme une petite... donc, vous le voyez ici, qui est assassiné, défenestré, ensuite quand il est émasculé, et enfin quand il est transporté donc à Montfaucon, que vous avez ici. Gibet de Montfaucon, hein, là, comme ça. Alors, le massacre populaire, donc vous avez le 5, le 6, le 7, le 8, où vous voyez donc les pilleurs, les enfants qui traînent les cadavres, le meurtre de femmes protestantes et la Seine qui est remplie de cadavres. Et puis les responsables du massacre selon le peintre, puisque ce peintre est un peintre protestant qui aurait assisté donc au massacre et se serait réfugié ensuite à Genève. Donc vous avez le roi Charles IX qui tire à l'arquebuse sur le peuple. Il sort du Louvre entouré de soldats prêts à massacrer les protestants.
C'est cette partie-là ici qu'on voit pas bien et donc vous l'avez en zoom ici. Donc la mère du roi Catherine de Médicis examine les cadavres de protestants et le duc de Guise, chef des ultra-catholiques, brandit la tête de Coligny. Donc le Concordat de Bologne de 1516 pose les bases du gallicanisme. Le protestantisme se diffuse à partir de 1520, principalement dans les villes du nord, dans les villes du sud du pays, ayant séduit une partie de la noblesse, 15 à 20%, y compris dans l'entourage du roi. Il contribue alors à transformer tout conflit religieux en conflit politique. À la mort de François II en 1560, la régente Catherine de Médicis adopte d'abord une politique de tolérance et l'édit de Saint-Germain en 1662, qui déclenche la fureur des catholiques. Donc c'est des attaques par les troupes de Guise, protestants massacrés le 1er mars 1662, c'est le début des guerres de religion, à laquelle répondent des actions violentes des protestants. En 1570, Charles IX signe la paix de La Rochelle qui accorde la liberté de conscience et de culte et concède des places de sûreté aux protestants. Mais les troupes se poursuivent allant jusqu'au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Donc les Guises sont les catholiques et les Condé-Bourbon sont les protestants. Alors Henri IV se convertit au catholicisme, donc vous en avez ici une représentation, et l'extrait de l'édit de Nantes que je vous laisse travailler. Donc à la mort d'Henri III, 1574-1589, la couronne revient à son cousin Henri de Navarre, de confession protestante, ce que les catholiques ne peuvent admettre. Sous le nom d'Henri IV, 1589-1610, il entreprend la reconquête militaire du pays, mais n'est reconnu souverain légitime qu'après s'être converti au catholicisme. Et il va être sacré à Reims, à Chartres, et non à Reims. Reims est détenu par les catholiques, donc ils ne l'autoriseront pas à être sacré à Reims. L'édit de Nantes, signé en 1598, met fin aux guerres de religion et instaure une tolérance civile fragile. Il accorde aux protestants la liberté de culte et de conscience. Malgré les désastres matériels et le coût de la guerre, la monarchie sort renforcée des guerres de religion car le monarque réussit à montrer qu'il peut dépasser les clivages confessionnels et imposer son autorité absolue. Alors, les principaux foyers du protestantisme à la fin du XVIe siècle, donc vous le voyez, c'est la partie sud du territoire, mais vous le voyez, on en avait aussi dans le sud de notre région. Chez nous, il y avait des protestants et ça continuait un petit peu dans l'Anjou et surtout vers La Rochelle. Alors, Louis XIV fait le choix dans un désir d'unification du territoire. Il veut un seul prince, une seule religion, une seule loi. C'est vraiment quelque chose de fondamental chez Louis XIV. Donc, il va révoquer l'édit de Nantes en 1685 par l'édit de Fontainebleau et ensuite il va mettre en place toute une série d'attaques contre les protestants qu'on appelle les dragonnats. Donc ils vont être harcelés, ces protestants qui ont choisi de ne pas se convertir ou qui n'ont pas encore choisi de fuir. Donc les dragonnades, cette technique de conversion forcée est utilisée dans les régions protestantes. Des soldats, dragons, sont logés chez les hérétiques et chargés d'utiliser tous les moyens pour hâter leur conversion au catholicisme. Les convertis sont exemptés du logement des soldats. Donc c'est vraiment un moyen d'harceler les protestants. Donc une partie d'entre eux vont quitter le territoire français et d'ailleurs ça va aller à l'opposé de ce qu'avait mis en place Colbert. Donc rappelez-vous, attirer des membres protestants pour créer des manufactures et faire de la dentelle, des tissus luxueux sur le territoire français. Van Robé fait partie de ceux qui vont repartir en Hollande et ça sera vraiment une conséquence économique assez lourde pour le territoire français que le départ massif de ces protestants. Donc l'édit Fontainebleau, cet édit qui supprime l'édit de Nantes. Donc vous avez ici la gloire du roi très chrétien. Mais je le répète, c'est pour un souci d'unification du territoire plutôt. Donc une loi, un roi, une religion, c'est vraiment ça qui est important. Donc Vauban va justement se plaindre, il va dire ce projet si pieux, si saint, si juste a causé et peut encore causer une infinité de maux très dommageables à l'État. Donc la désertion de 80 000 à 100 000 personnes, nos armes manufactures qui attiraient en France un argent très considérable, la ruine la plus considérable partie du commerce, a grossi les flottes ennemies, leur armée ils ont gagné tous leurs officiers et donc vous voyez que les protestants, bien, ils quittent vers l'Amérique
vers l'Afrique du Sud, mais aussi les cantons suisses, vers le Saint-Empire romain germanique et vers les Provinces-Unies, et bien évidemment vers l'Angleterre. Donc le nombre d'arrivées est très important sur le territoire des Provinces-Unies, 65 000 qui arriveront dans ces territoires. Donc, parce qu'il est monarque de droit divin, Louis XIV ne peut admettre qu'une puissance, même celle du pape, il ne peut admettre qu'une puissance, même celle du pape, puisse interférer dans sa politique, ce qui explique l'évolution de sa politique religieuse durant son règne. Le roi s'oppose à tout ce qui peut être considéré comme des divisions religieuses. Dès 1680, en contradiction avec les principes de l'édit de Nantes, il laisse se multiplier les violences contre les protestants, les fameuses dragonnades. La révocation de l'édit de Nantes vient achever cette politique en 1685, faisant du catholicisme la seule religion autorisée. Un quart des protestants quittent la France, tandis que d'autres résistent, comme les Camisards. Donc ça va entraîner des révoltes, ce qui limite aussi cette volonté absolutisme par ces révoltes populaires. Conclusion du chapitre. Du XVIe au début du XVIIIe siècle, l'État s'affirme dans le cadre du royaume de France. La monarchie s'étoffe pour devenir peu à peu une réelle monarchie absolue. L'État est l'acteur et le moteur de la modernisation et de la grandeur du royaume. Le roi est la figure centrale du régime, entre les mains de laquelle se concentre l'essentiel des pouvoirs. Mais la monarchie absolue n'est toutefois pas un pouvoir total, il est contrebalancé par les parlements régionaux et sans limite. Le pouvoir du roi est parfois vivement contesté, y compris par les aristocrates comme pendant la Fronde, ou par les protestants, notamment les Camisards. Alors, une façon de réviser. Vous avez une échelle chronologique. Donc François Ier et Henri II, le pouvoir royal impose son autorité aux autres pouvoirs. Ensuite, on a les guerres de religion, donc qui a un effritement du pouvoir royal. Henri IV rétablit. Régence révolte nobiliaire, c'est la période de la Fronde, donc abaissement du pouvoir royal. Louis XIII Richelieu remettent l'obéissance par la force. À nouveau Régence Fronde. Louis XIV, donc le roi règne et gouverne sans partage d'autorité. Donc, aussi bien dans la partie haute que la partie basse, donc les limites de l'autorité royale, mais aussi les moyens mis en œuvre, les périodes de faiblesse, les périodes de renforcement de l'État. Donc en haut, vous avez les moyens, en bas, vous avez les limites. C'est une autre façon d'apprendre le cours. Bon courage à tous.